Marie voulait étudier pour devenir médecin pathologiste. Le procureur pense donc qu'elle connaissait les tests de dépistage effectués par les médecins légistes de la région. Et qu'elle savait également quel poison utiliser pour ne laisser aucune trace. Les enquêteurs espèrent donc que les médecins légistes ont conservé les échantillons de tissu prélevés sur Steve Robards 18 mois plus tôt. Le laboratoire médico-légal était sur le point de détruire les échantillons de tissu et de sang. C'est ce qu'ils font quand il n'y a rien d'anormal et qu'il n'y a aucune suspicion de meurtre. Les échantillons de tissu sont envoyés à un laboratoire d'analyse indépendant en Pennsylvanie. Le poison recherché est une substance métallique très rare. Nous ne révélerons pas son nom dans ce programme. Le chromatographe en phase gazeuse bombarde l'échantillon avec un courant d'électrons, ce qui permet d'isoler les différentes molécules qui le composent. Ces molécules seront ensuite analysées par le spectromètre de masse. Les résultats apparaissent sur un graphique. Chaque pic sur le graphique correspond à un composant. Sa taille est proportionnelle à son dosage dans la substance. Le nombre correspond au temps de rétention en minutes de cette molécule dans la colonne du chromatographe. Dans l'échantillon de Steve Robards, les experts scientifiques trouvent un composant métallique dont le temps de rétention est identique à celui de la substance que Marie a utilisée. Et elle est présente en énorme quantité. Plus précisément, 28 fois la dose mortelle. L'inspecteur de la brigade criminelle, Thomas Butcher, se rend donc à l'Université du Texas, dans la ville d'Austin, pour confronter Marie Robards. Elle est arrivée dans le couloir et je me suis présenté. Je lui ai dit qu'elle était en état d'arrestation pour le meurtre de son père. Elle n'a rien dit. Il n'y a eu aucune réaction de sa part. Marie les a suivis très calmement, et quand ils sont arrivés dans le bureau, ils ont à peine eu le temps de lui poser une question. Elle a éclaté en sanglots et fait des aveux complets. Elle était tout à fait disposée à nous donner des informations. Elle n'essayait pas de cacher quoi que ce soit, soit parce qu'elle était rongée par la culpabilité, soit parce qu'elle avait eu le temps de réfléchir à ce qu'elle avait fait. Mais en tout cas, elle s'est montrée très coopérative. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est le mobile de la jeune fille. Pourquoi avez-vous tué votre père? Et elle a répondu, parce que je voulais vivre avec ma mère. Mais la jeune fille ne savait pas que c'était impossible. Sa mère et son nouveau mari avaient en effet prévu de s'installer en Floride, et ils ne l'ont annoncé à Marie qu'après l'enterrement de son père. La jeune fille n'avait donc pas d'autre choix que de s'installer chez ses grands-parents pour finir ses années de lycée au Texas. C'est dans cette situation familiale compliquée que tout a commencé. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que la situation de Marie était le lot d'un grand nombre d'adolescentes. Ces jeunes filles qui sont d'une grande sensibilité et qui, pour la plupart, sont des enfants de parents divorcés. Elles doivent grandir avec des parents séparés qui sont très souvent davantage préoccupés par le fait de refaire leur vie, au point d'en oublier les besoins de leurs propres enfants. L'argument avancé est faible, voire choquant, vous en conviendrez. Expliquer le geste de Marie Robards en prétendant que le divorce de ses parents l'a perturbée au point qu'elle n'avait d'autre choix que de tuer son père pour retourner vivre aux côtés de sa mère ne me semble pas recevable. Si c'était le cas, il ouvrirait une boîte de Pandore et ferait jurisprudence. Car ne l'oublions pas, dans la plupart des pays industrialisés, et en France en particulier, un enfant sur 3 vit dans une famille monoparentale. Pour autant, cette situation, certes douloureuse, n'a fort heureusement pas donné lieu à une génération d'enfants assassins. Non, plus sérieusement, je crains qu'il ne faille chercher une autre explication au mobile de la jeune fille. Et les psychiatres sont mieux placés que moi pour établir le diagnostic de son état mental. À la surprise générale, Marie décide de plaider non coupable malgré ses aveux. Elle prétend désormais qu'elle ne voulait pas tuer son père.
En 1996, Mary Robards est jugée pour le meurtre de son père. Elle plaide non coupable. Selon elle, elle n'a jamais eu l'intention de tuer son père. Sortez vos cahiers. Mary reconnaît néanmoins avoir dérobé le poison dans le laboratoire de chimie de son lycée. Elle admet également l'avoir ensuite versé dans l'assiette de son père. Mais elle prétend qu'elle voulait simplement le rendre malade, pas le tuer. Je veux bien, mais ça n'a aucun sens. S'il était tombé malade, ça n'aurait pas suffi pour qu'elle retourne vivre chez sa mère. Le procureur insiste sur le fait que Mary était brillante en sciences. Or, la quantité de poison ingérée par Steve était 28 fois supérieure à la dose mortelle. La plupart des lycéens qui se destinent à faire médecine sont en général meilleurs que les autres, tout du moins en sciences. Et bien sûr, j'ai cherché de ce côté-là. J'ai vérifié ses relevés de notes et c'était une excellente élève, très brillante en sciences. Ça va mieux? Je me sens pas bien, il y a du gingembre. Le procureur fait aussi remarquer que Mary est restée à côté de son père pendant toute son agonie, en le regardant simplement mourir. Elle n'a rien dit à sa petite amie, ni aux ambulanciers qui essayaient de le réanimer. 18 mois plus tard, la chromatographie en phase gazeuse a permis de révéler ce que l'autopsie n'avait pas détecté. Steve Robards est mort empoisonné après avoir ingéré une dose massive d'un produit toxique. L'accusation fait écouter les aveux de Mary Robards à la cour. Saviez-vous que ce produit était dangereux? Oui ou non? Oui, monsieur. Comment le saviez-vous? Ma prof de chimie nous avait dit Elle avait dit quoi? que c'était dangereux. Stacy a déclaré que Mary lui avait tout avoué. Elle savait depuis le début que ce poison le tuerait. C'est à ce moment que sa meilleure amie a clairement admis que Mary savait très bien quel serait l'effet du poison. Mary est passée aux aveux. Sans compter les preuves à charge et le témoignage de sa meilleure amie. Bref, tout accable la jeune fille. Le procureur l'a tout simplement qualifiée de prédatrice implacable. Un autre a dit qu'elle était le pire cauchemar de notre société, une fille qui tue son père. Mais d'autres la voyaient plutôt comme une victime du système. Cette jeune fille adorable, charmante, brillante, studieuse, et qui tout à coup avait fait quelque chose d'invraisemblable. Si bien que, contre toute attente, les gens ont commencé à ressentir de la sympathie pour elle. Parce que quelque part, elle symbolisait parfaitement les dégâts que pouvait causer le divorce dans notre société moderne. Le médecin légiste explique que Mary a failli réussir le crime parfait. Franchement, elle est très forte. Elle a réussi à me berner. On a fait fausse route dès le départ. Et on n'y a vu que du feu. Le 9 mai 1996, le jury déclare en moins d'une heure Mary Robards coupable de meurtre. Elle est condamnée à 27 ans de prison. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais ce n'était qu'une ado. Les adolescents ne raisonnent pas comme nous, les adultes. Qu'elle soit punie et se fasse taper sur les doigts, d'accord, mais 27 ans de prison, ça me semble quand même un peu excessif. Elle a réussi à commettre ce qu'on appelle un crime parfait. À tout point de vue, c'était un crime parfait. Si elle ne s'était pas confiée à une amie, elle serait probablement passée à travers les mailles du filet. Mary ne s'est plus jamais exprimée publiquement sur cette affaire par la suite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est considérée comme une prisonnière modèle dans la prison pour femmes où elle va encore rester plusieurs années. Elle ne se plaint jamais. Elle se porte toujours volontaire pour les pires corvées. Un jour, un psychologue est allé la voir. Elle portait l'uniforme de la prison qui est tout léger alors qu'il faisait un froid glacial dehors. Elle grelottait.
Le psychologue lui a dit « Mais pourquoi tu ne demandes à avoir quelque chose de plus chaud ?» Elle lui a répondu « Je ne le mérite pas ». Elle a haussé les épaules en souriant et elle a ajouté « Ça va aller ». Le comportement exemplaire de la jeune détenue a favorablement influencé le juge des remises de peine. Au terme de 7 ans d'incarcération, Mary Robarts a bénéficié d'une libération conditionnelle, abrégeant ainsi de 20 ans la sentence initiale. Et depuis sa sortie de prison, survenue en 2005, nous ignorons de quelle manière Mary s'est employée à reconstruire sa vie. Mais une chose est acquise, elle n'a pas repris ses études de médecine. Elle n'aura donc jamais l'occasion de prescrire le moindre produit ou médicament à de futurs patients. Enfin, pour des raisons que vous comprendrez aisément, je ne souhaite pas dévoiler ici le nom de la substance que l'adolescente avait utilisée pour empoisonner son père. Sachez seulement que cette poudre blanche doit être manipulée en laboratoire avec la plus grande prudence et que ses effets sur l'organisme sont dévastateurs. Nausées, vomissements, diarrhée, tachycardie et pour finir, hypertension artérielle provoquant l'arrêt cardiaque. Notre seconde affaire aurait enchanté Yarpo, tant elle est scabreuse et désenchantée. Elle s'organise autour de 4 hommes aux personnalités équivoques. Et elle va nous entraîner aux 4 coins du monde, du Texas au Mexique, de la Californie à la Hollande et de la Floride à l'Italie. Elle va aussi révéler la face cachée de certains d'entre nous qui dissimulent les dessins les plus noirs sous les apparences de la respectabilité. Diplômé d'Harvard, le docteur Richard Boggs est neurologue. Il exerce à Glendale, en Californie, à quelques kilomètres d'Hollywood. Il était marié, il avait des enfants et un véritable manoir pour domicile. En résumé, il avait la belle vie. Sa femme et lui roulaient tous deux dans des modèles de luxe. Mais un samedi matin d'avril 1988, le Dr Boggs appelle les secours pour signaler le décès d'un patient dans son cabinet. Ce dernier aurait succombé à une crise cardiaque. Le médecin raconte qu'il a effectué un électrocardiogramme qui semblait normal. Puis, il est sorti de la pièce quelques instants et à son retour, il a trouvé le patient allongé par terre, inconscient. Lorsque les secouristes arrivent à 7h15, le patient est décédé. Le neurologue leur dit qu'il s'agit de Gene Hanson, 42 ans, un de ses patients de longue date. Les cartes de crédit ainsi qu'un certificat de naissance trouvé dans le portefeuille du défunt confirment ces dires. Néanmoins, les secouristes ont des doutes, car la rigidité et la température du corps semblent indiquer qu'il est mort depuis quelque temps. Le sergent James Lorey est l'un des premiers policiers à arriver sur les lieux. Les artères ou les veines de son visage semblaient avoir éclaté. Ça faisait plein de petites taches. J'avais quand même une certaine expérience de cadavre, que ce soit de mort naturelle ou non. Alors quand j'ai vu le corps, j'ai eu l'impression qu'il était déjà mort depuis un certain temps. Le médecin légiste établit l'heure du décès en comparant la température du foie d'Hanson à celle de la pièce. Après la mort, la température du corps baisse d'1,5 degré chaque heure. La température de la pièce était de 22 degrés. Celle du corps était de 30 degrés. En me basant sur ces données, cela indiquait qu'environ 6 ou 7 heures s'étaient écoulées depuis la mort de cette personne. Hanson est donc décédé entre 2h et 3h du matin, c'est-à-dire bien avant que le Dr Boggs ne prévienne les secours. J'ai dit au Dr Boggs, vous mentez. Tout ce que vous nous avez raconté n'est qu'un tissu de mensonges. Lui-même fils de médecin, le sergent Lorey sent bien qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Le Dr Boggs est neurologue. Sa spécialité est donc de soigner les maladies du cerveau et autres problèmes neurologiques. Alors pourquoi donc suit-il un patient avec de simples douleurs thoraciques? Qui plus est, rien ne semble indiquer qu'il a tenté de réanimer son patient. En l'observant, j'ai remarqué que ses vêtements étaient impeccables.